Bonjour à tous. Alors, je suis Estelle Carciofi, chargée de communication au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et nous vous souhaitons la bienvenue. On vous remercie de vous être inscrit au webinaire d'aujourd'hui intitulé Une électricité 100% renouvelable est-elle possible en France d'ici à 2050 et si oui, à quel coût? Ce webinaire a pour but de vous présenter l'article scientifique que 3 chercheurs du CIRED ont écrit sur le sujet et qui vient d'être publié avant-hier. Notez bien que les liens vers l'article qui va être présenté, la prépublication, le code et les données, ainsi que vers les diapos que vous allez voir, le premier diaporama, et enfin le replay de ce webinaire, car comme vous l'a dit Philippe, il est filmé, seront diffusés dans l'après-midi via un lien que je mettrai dans le chat pour tout le monde. Alors, ceux qui vont prendre la parole aujourd'hui sont les auteurs de l'article mentionné. Pour vous les présenter rapidement, il s'agit de Berang Chirizadeh, qui est un doctorant CIRED financé par Total. Quentin Perrier, un ancien chercheur CIRED qui a fait sa thèse au CIRED et qui est aujourd'hui chercheur sur les politiques publiques de transition bas carbone à I4C, l'Institut de l'économie pour le climat. Et enfin, Philippe Quirion, chercheur CIRED au CNRS. Nous précisons d'emblée que l'article qu'ils vont vous présenter n'engage que leurs auteurs et pas les institutions auxquelles ils sont affiliés. Le webinaire se déroulera en 2 temps. Donc, il y a une première partie de moins d'1 heure durant laquelle Philippe Quirion va vous présenter les principaux résultats de leurs travaux. Quentin Perrier vous fera ensuite une démonstration de l'outil interactif qui vous permet de visualiser les scénarios étudiés. Et il y aura une phase de questions-réponses. Alors, étant donné que vous êtes nombreux, vous deviez l'être encore plus, on vous invite à poser vos questions au fil de l'eau et par écrit dans le chat en les adressant à Quentin Perrier. Il distribuera la parole ensuite. Alors voilà pour la première partie. La seconde partie, qui elle aussi durera un petit peu moins d'1 heure, s'adresse à celles et ceux d'entre vous qui intéressent une présentation plus technique. Elle sera suivie là encore par une nouvelle phase de questions-réponses. Et cette phase de questions-réponses viendra clôturer le séminaire. Pour cette phase de questions-réponses, là encore, on vous demandera de poser vos questions au fil de l'eau et par écrit dans le chat en les adressant à Quentin Perrier. Avant de passer la parole à Philippe Quirion, je vous annonce qu'un rendez-vous sur le même format est prévu pour le 14 janvier et il portera cette fois sur la place respective des énergies renouvelables, du nucléaire et de la capture-stockage du CO2. Merci pour votre attention. Merci Estelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler sur ce sujet depuis maintenant 3 ans? Dans le contexte de l'accord de Paris, presque tous les pays du monde se sont engagés à ce que leurs émissions nettes de gaz à effet de serre soient nulles dans la deuxième moitié du siècle, et pour la France, c'est même 2050, c'est la loi climat-énergie votée l'an dernier, ce qui implique des émissions à peu près nulles dans la production d'électricité, puisque certains secteurs, comme l'agriculture, sont plus difficiles à décarboner. On a 3 familles de techniques pour produire de l'électricité avec des émissions à peu près nulles, qui sont les énergies renouvelables, le nucléaire et la capture-stockage du CO2. Donc on peut se demander pourquoi se poser la question en France, puisqu'on a déjà une production d'électricité très peu émettrice de CO2, du fait du parc nucléaire et de l'hydraulique. Et bien simplement parce qu'en 2050, quasiment toutes les centrales existantes auront dépassé 60 ans d'âge. Et en 2060, ce sera le cas pour toutes les centrales qui sont déjà en service. Donc se pose la question, par quoi remplacer ces centrales existantes? Par des renouvelables, du nucléaire ou de la capture-stockage du CO2. Dans ce premier article qu'on présente aujourd'hui, on s'intéresse uniquement à la question des renouvelables en testant des scénarios 100% renouvelables. Alors, il y a énormément de littérature scientifique sur le sujet, de plus en plus, au niveau mondial. La synthèse qui a été faite dans le rapport spécial 1.5 du GIEC nous dit qu'au niveau mondial, dans les scénarios compatibles avec un réchauffement de 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel, sans dépassement ou avec un dépassement modéré, la part des renouvelables dans la production d'électricité passerait de 23% en 2015 à entre 59 et 97%. Avec l'éolien, le solaire et la biomasse qui feraient les contributions majeures à cette croissance, tout en précisant qu'entre les scénarios, on a une répartition très différente entre ces différentes sources d'énergie.
En France, on a une littérature beaucoup plus parcellaire avec des chiffres très contradictoires qui circulent. Certains basés sur des données obsolètes, d'autres sur des règles de 3 simplistes, et d'autres sur des modèles qui sont sérieux, mais qui ne sont souvent pas mis dans le domaine public. L'an prochain, le réseau de transport RTE va produire une grosse étude sur le sujet. En attendant, il y avait besoin d'y voir plus clair. Donc, les questions qu'on pose dans notre article, c'est d'une part, quel parc de production et de stockage 100% renouvelable est capable de satisfaire la demande d'électricité chaque heure pour un coût minimal en France en 2050? Et d'autre part, quelle est la sensibilité de ce parc aux données météo et aux hypothèses de coût qu'on prend en entrée du modèle? Alors, les travaux les plus proches qui ont eu un impact important en France, ce sont ceux de l'ADEME, le rapport vers un mix électrique 100% renouvelable. Par rapport à ces travaux, ce qu'on apporte, c'est d'une part que nos travaux sont publiés dans une revue scientifique à comité de lecture, The Energy Journal, qui est la seule revue en économie de l'énergie classée 1 par le CNRS. C'est la revue éditée par l'Association internationale en économie de l'énergie, donc la société savante dans le domaine. D'autre part, le modèle et les données sont en libre accès. Et puis, on a pris volontairement des hypothèses pessimistes sur 2 points importants qui ont fait l'objet de certaines critiques dans les travaux de l'ADEME. D'une part, on s'interdit les importations et exportations d'électricité, ce qui pénalise l'équilibre économique. Et puis, on s'interdit aussi de la flexibilité de la demande, c'est-à-dire que la demande ne peut pas s'adapter aux fluctuations de la production, ce qui est évidemment important pour un système basé sur les énergies renouvelables. Le plan de la présentation sera classique. Je vais commencer par décrire le modèle, les données et les hypothèses, avant de présenter les résultats, de conclure et de pointer les limites et perspectives. Donc, le modèle, dans ce modèle, on va choisir le parc d'investissement dans les moyens de production et de stockage et le fonctionnement de ce parc qui permet de satisfaire la demande d'électricité pour chaque heure de l'année sans aucun délestage, c'est-à-dire sans qu'il y ait de la demande non satisfaite. Il faut savoir que RTE s'autorise 3 heures de délestage par an, donc on a été plus contraignant. On a différents moyens de produire l'électricité, de l'éolien maritime, terrestre, du solaire photovoltaïque, 3 types d'hydraulique, de l'hydraulique de lac qui est donc pilotable dans certaines limites, de l'hydraulique au fil de l'eau qui lui ne l'est pas, et des STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, qui donc combinent 2 réservoirs, un en haut, un en bas, qui permettent de stocker de l'énergie en faisant remonter l'eau dans le réservoir supérieur. On a ensuite du biogaz, qui permet de produire du biométhane, qui sera ensuite injecté dans le réseau et qui fera fonctionner des turbines à gaz. De l'électrolyse, qui va produire de l'hydrogène. Cet hydrogène va être combiné avec du CO2, c'est la réaction de Sabatier, qu'on appelle la méthanation, afin de produire du méthane de synthèse qui sera lui aussi utilisé dans des turbines à gaz. Et enfin, on a des batteries stationnaires. Donc 3 moyens de stockage d'énergie, les batteries, la méthanation et puis les STEP. C'est un modèle qui couvre la France continentale. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'import ou export. Pour le profil de consommation horaire, on a pris le scénario central de l'ADEME pour 2050. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la demande sur les années passées? Parce qu'il est évident que d'ici 2050, il y aura des changements importants dans le profil de cette demande. D'une part, il y aura davantage de besoins de climatisation, moins de besoins de chauffage du fait du changement du climat. Des progrès techniques sur, par exemple, l'éclairage ou l'électroménager, mais également des nouveaux besoins, comme la recharge de véhicules électriques. Et le scénario central de l'ADEME est à peu près au centre des scénarios qui avaient été faits dans le débat national sur l'énergie de 2013. En ce qui concerne les profils de production éolienne et photovoltaïque, on part de 18 ans on les simule sur 18 ans de données météo, au pas de temps horaire. Les sources de données, c'est d'abord la base de données météorologique de MERA 2 de la NASA, ce qu'on appelle des réanalyses.
et puis des méthodes de descente d'échelle qui ont été publiées dans la revue Energy. Quand on applique ces méthodes aux observations RTE sur le parc passé, on a une très bonne corrélation, 98% sur l'éolien, 87% sur le PV. C'est un point sur lequel on reviendra dans la deuxième partie. Donc ces méthodes elles nous permettent de générer des profils de production éolienne et solaire à un endroit donné, et on les a appliqués alors pour l'éolien maritime sur les sites qui sont en projet, et pour l'éolien terrestre et photovoltaïque, on a pris un site par département et on a fait varier la capacité totale en gardant cette capacité proportionnelle à la capacité dans chaque département, tel qu'on l'a observé en 2017. Pour l'hydraulique, on a pris les observations de production de RTE pour l'année 2016 et on a également appliqué certaines contraintes de capacité, c'est-à-dire on s'interdit de dépasser soit certaines capacités, soit certains niveaux de production. Alors ces contraintes, elles ne jouent pas dans les scénarios qu'on va présenter pour le photovoltaïque ou pour l'éolien terrestre. En revanche, elles jouent parfois sur l'éolien maritime et elles jouent toujours pour le biogaz et pour l'hydraulique. En ce qui concerne les hypothèses de coût et de rendement, qui sont évidemment coût et de rendement des différentes techniques, qui sont évidemment très importantes, on a utilisé les projections du centre de recherche de la Commission européenne, le JRC, pour l'année 2050, sauf pour les techniques de stockage d'énergie pour lesquelles on a pris d'autres sources qui sont détaillées ici. Alors ça vaut le coup de s'appesantir un peu sur nos hypothèses de coût pour savoir si elles sont plutôt optimistes ou pessimistes par rapport à d'autres sources. Donc nos hypothèses de coût, ce sont celles du JRC qui sont en noir ici. Donc à gauche, on a le coût d'investissement, le CAPEX, et à droite, le coût de fonctionnement, l'OPEX. Donc nos hypothèses, encore une fois, sont en noir. Donc on voit que alors, le plus important, c'est le CAPEX. Pour l'éolien maritime, alors oui, pardon, en violet ici, on a les observations de Lazare pour les États-Unis en 2020, donc ce ne sont pas des projections. En vert, on a le rapport spécial de l'Agence internationale de l'énergie sur l'éolien maritime pour 2040. En orange, c'est le ministère de l'énergie américain pour 2050 aux États-Unis. Et en bleu, les projections de l'ADEME, publiées en 2019 pour la France en 2050. Nos hypothèses peuvent paraître un peu pessimistes sur l'éolien maritime, comparé en particulier aux projections de l'Agence internationale de l'énergie. Et inversement, peut-être un peu optimistes sur le photovoltaïque. En même temps, on va voir que ce sont des hypothèses qu'on fait varier dans les différentes simulations. Alors, comment ça fonctionne? Comment fonctionne le modèle? Pour l'illustrer, je vais vous montrer 2 semaines assez typiques. En haut, une semaine en hiver, ici en janvier 2006, et en bas, une semaine en été. La courbe rouge qu'on voit ici, c'est la consommation d'électricité, heure par heure, donc celle qu'on s'oblige à satisfaire. Et puis les bandes de couleur qui sont au-dessus de 0, ce sont les différents moyens de production d'électricité, incluant le déstockage à partir des moyens de stockage. Et ce qui est en dessous du 0, c'est le remplissage des réservoirs de stockage. Donc là, on est en hiver, on a pas mal de vent. En vert, c'est l'éolien terrestre, en bleu, l'éolien maritime. On a le photovoltaïque qui est en jaune, donc avec un cycle journalier, plus ou moins marqué. On voit que pendant certaines périodes, ces moyens de production fatale, éolien, hydraulique de l'eau, photovoltaïque, n'arrivent pas à satisfaire la demande. Donc là, on va recourir aux moyens pilotables, qui sont ici du biogaz, ou ici le gaz de synthèse issu de la méthanation, le tout utilisé dans les centrales à gaz, mais aussi l'hydraulique de lac et les batteries. Et donc, c'est une combinaison de tous ces moyens qui permettent de satisfaire la demande. Et puis même pendant cette période, on a parfois à midi un surplus d'électricité, donc que là, on va utiliser dans les différents moyens de stockage, les batteries, enfin d'abord les stations de transfert d'énergie par pompage, mais qui sont limitées en capacité, donc on ne peut pas aller très loin. Donc là, on utilise aussi les batteries, et puis elles sont elles-mêmes limitées, on utilise donc aussi la méthanation. En été, là on est en juillet, on a une consommation plus faible, on a une production solaire plus importante et une production éolienne plus faible.
La différence par rapport à la semaine précédente, c'est qu'on voit que, en particulier ici, à midi, sur la première journée représentée, il y a une partie de l'électricité qui va être perdue, qu'on ne va pas stocker. Pourquoi? Parce que c'est pas intéressant d'installer suffisamment de moyens de stockage pour utiliser toute cette énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écrêtement. On perd une partie de la production d'électricité, mais ce n'est pas grave, ça coûte moins cher que d'utiliser davantage de moyens de stockage. Alors, à quoi ressemble le parc tel qu'on l'optimise sur les 18 ans d'année météo? Il y a un recours majoritaire à l'éolien, presque la moitié d'éolien terrestre et puis 11% d'éolien maritime, un petit tiers de photovoltaïque, et le reste se compose de 3% de biogaz, 3% d'hydraulique de lac et 6% d'hydraulique de rivière. Si on regarde maintenant le coût total annualisé, c'est un peu plus de 20 milliards d'euros par an. Et si on le ramène à la consommation d'électricité, c'est environ 52 euros par mégawattheure. Bon, et ça, c'est à peu près le coût du parc de production actuel, tel que la CRE l'estime. Donc, je précise, c'est bien la partie uniquement production et stockage, ça ne prend pas en compte le coût du réseau. Donc, ce coût, il se répartit à 85% dans les moyens de production et à 15% dans les moyens de stockage. Donc, on voit que la part production reste bien supérieure à la part stockage. Dans ce stockage, on a une grosse moitié pour la méthanation, une petite moitié pour les batteries. Dans la production, on a à peu près la même répartition que du coût de production que pour le volume de production, sauf qu'on a une part plus importante pour le biogaz, qui coûte plus cher que les autres, mais qui a l'avantage d'être pilotable, c'est pour ça qu'on en installe. Alors, on a regardé dans quelle mesure ces résultats ils étaient sensibles au choix de l'année météo, qui va donc déterminer les productions solaires et éoliennes. Donc là, sur ces graphiques, les boîtes à moustaches montrent pour toutes les années météo. Donc on a testé le modèle séparément pour chacune des années entre 2000 et 2017, et puis également pour l'ensemble des 18 années. Bon, on voit que pour la production, ça ne change rien pour l'hydraulique et le biogaz, parce que de toute façon, ce sont les contraintes de capacité qui jouent. Ça joue un petit peu pour le photovoltaïque. Ça joue très fortement pour l'éolien maritime, puisqu'on va de 0 à 100 TWh. Et puis ça joue également assez fortement pour l'éolien terrestre, ici en vert. Et pour les capacités installées, c'est à peu près pareil. Et ici, on montre les facteurs de capacité, c'est-à-dire le ratio entre la production effective et la production qui aurait lieu si ces installations fonctionnaient à 100%. Donc c'est autour de 50% pour l'éolien maritime, de 30% pour l'éolien terrestre, de 15% pour le photovoltaïque. Vous voyez avec une variation interannuelle pour l'éolien principalement. Et puis autour de 10% pour les turbines à gaz qui sont des turbines de pointe, donc c'est assez logique. Donc un parc qui varie quand même de manière assez forte, en particulier sur l'éolien, selon l'année météo qu'on choisit. Donc si on prend une année météo au hasard, on peut avoir des résultats peu représentatifs. En revanche, l'impact sur le coût de production ramené au mégawattheure, il est assez faible. Vous voyez qu'on reste toujours autour de 50 euros le mégawattheure. Alors ici, on a indiqué deux points particuliers. Donc en vert, vous avez l'optimisation sur l'ensemble de toutes les années. Et puis en bleu, l'année 2006, c'est en fait la plus proche de l'optimisation sur toutes les années, enfin la plus proche de l'ensemble des années en matière de facteurs de capacité. Donc c'est celle qu'on a choisie ensuite pour faire une analyse de sensibilité sur les coûts. On ne pouvait pas la faire sur l'ensemble des 18 ans pour des raisons de temps de calcul. Et on voit au passage que l'année 2006, c'est la plus pénalisante du point de vue des coûts. C'est celle qui atteint le coût le plus élevé.
Mais encore une fois, les écarts sont faibles entre années. Donc ensuite, sur cette année météo 2006, on a sélectionné 315 scénarios de coûts. Pour ça, on a fait varier le coût des techniques les plus importantes et celles dont le coût est le plus incertain à l'horizon 2050, de plus ou moins 25% ou 50% selon les cas. Donc, le résultat, il est donné ici avec des graphiques du même type. On a une production pour l'éolien maritime donc qui varie à nouveau de 0 jusqu'au plafond qu'on s'impose sur la capacité d'éolien maritime, mais des variations qui sont là pour le coup très, très fortes entre les scénarios pour l'éolien et pour le photovoltaïque. Et de même pour le volume de stockage par batterie, qui en fait est très complémentaire au photovoltaïque, donc ils varient ensemble. Et de même pour le volume stocké en méthanation. En revanche, là encore, dans la plupart des scénarios, le coût il reste autour de 50 € le mégawattheure et il varie pas tellement dans la plupart des scénarios dans un sens ou dans l'autre. Et on peut aussi regarder, quand on fait varier individuellement maintenant chacun de ces coûts, au coût de quelle technique ce coût global du système est le plus sensible ou le plus robuste. Et on voit qu'il est très peu sensible au coût des modes de stockage. Ici, c'est la petite flèche verte. Si on fait varier le coût du stockage en batterie à plus ou moins 50%, et de même pour la méthanation, ça n'impacte presque pas le coût global du système. Et puis pour le solaire photovoltaïque ou l'éolien, là, on a des impacts plus importants. Alors, là, à chaque fois, on a considéré qu'on connaissait les coûts et qu'on choisit le parc en fonction de ces coûts. On peut aussi se poser la question, que se passe-t-il si on a une certaine image des coûts des différentes techniques et puis que cette image s'avère fausse? Quel est le regret, en fait, ou quel est le surcoût d'avoir investi sur la base d'anticipation fausse? Ici, on vous montre pour l'ensemble de ces 315 scénarios ce qui se passe à la fois, enfin, quel est le coût, c'est en abscisse ici, en euros par mégawattheure. Quel est le coût global du système dans les différents scénarios, comment il se répartit? Alors, d'abord, en vert clair, on a le coût si on anticipe, si on investit sur la base des coûts anticipés, donc une anticipation qui, dans la plupart des cas, va être erronée. On a un coût moyen de 52 € par mégawattheure, comme le coût dans le scénario central, avec un minimum à 38 € et un maximum à 65. 65, c'est bien sûr si tous les coûts des différentes techniques sont au maximum et vice-versa pour 38. En revanche, si on investit sur la base des coûts réels, donc si on ne se trompe pas, anticipation parfaite, là on a un coût moyen de 50 € par mégawattheure, 2 € de moins, 4%, ça ne fait pas une très grosse différence et c'est ce qui est indiqué en rouge ici. Donc en fait, que change l'incertitude sur les coûts? D'une part, le coût moyen diminue par rapport à un modèle dans lequel on ne prend pas en compte l'incertitude. Si on peut investir avant l'arrivée de l'information, ça peut paraître surprenant parce qu'en général, on pense à l'incertitude comme étant un problème, mais en fait, c'est assez logique en prospective. Si on sait qu'on peut avoir différents futurs, mais qu'on peut s'adapter à ces différents futurs, alors ça coûte moins cher que si on n'a pas d'incertitude. Et si on doit investir avant de connaître cette information, le coût moyen reste le même, mais bien sûr, on a une dispersion de ces coûts. Alors, j'en viens aux conclusions. Tout d'abord, le mix optimal est très sensible au choix de l'année météo et surtout au coût des technologies. En revanche, le coût du système électrique, lui, y est peu sensible. Alors, comment est-ce possible? C'est, pour parler en langage économique, ces technologies en fait sont largement substituables. Si par exemple le photovoltaïque est plus cher que ce qu'on pensait, on peut faire plus d'éolien et vice-versa. Ensuite, le coût du système électrique, il est proche du coût actuel. Également, si on choisit un système électrique sur la base d'une anticipation erronée des coûts, ça ne cause en général qu'un regret faible, en moyenne c'est 4%.
Et puis, par rapport aux discussions qu'on entend souvent, l'importance du coût du stockage ne doit pas être surestimée. C'est seulement de l'ordre de 15% du coût total. Donc, l'essentiel du coût, ça reste le coût des moyens de production. Alors, bien sûr, ce travail, comme plein d'autres, souffre de certaines limites. Je présente ici les principales en les ordonnant d'une part, en présentant d'abord les potentielles sources de surestimation du coût total. Alors d'abord, on n'a pas d'import-export, ce qui empêche de bénéficier des différences de conditions de demande et de production entre les différents pays européens. Ensuite, on n'a aucune flexibilité de la demande d'électricité, alors qu'aujourd'hui, on a déjà des moyens de flexibilité qui sont mis en œuvre, en particulier dans l'industrie. On ne s'autorise pas d'optimisation spatiale. En mettant plus de solaire au sud, par exemple, on aurait des coûts plus faibles. Et puis, il y a certaines techniques qu'on n'a pas représentées, qui certes, de toute façon, seraient minoritaires, mais qui, additionnées, permettraient de réduire quand même l'ensemble des coûts. On utilise des batteries stationnaires qu'on suppose acheter neuves spécifiquement pour cet usage. Or, donc on s'interdit à la fois ce qu'on appelle vehicle to grid, donc l'utilisation des batteries des véhicules électriques, ou l'utilisation des batteries de seconde main. On y reviendra tout à l'heure. Et puis on s'interdit le couplage entre secteurs, ce qu'on appelle le power to X, en particulier, ce qui permet en particulier de réduire l'écrêtement en utilisant potentiellement les surplus de production pour fabriquer de l'hydrogène, par exemple. Alors, on a aussi des sources de sous-estimation du coût total. D'abord, sur le développement du réseau électrique, on a pris en compte la connexion au réseau, et puis aussi, on a ajouté ce qu'on appelle la quote-part calculée par RTE et Enedis, que les opérateurs des installations de production éolienne ou photovoltaïque doivent verser, qui correspond au renforcement du réseau et qui varie selon les régions. Mais ça, c'est un coût pour aujourd'hui. Le coût futur sera différent. On a quand même fait une variante dans l'article où on sépare la France en différentes zones et on regarde le surcoût en s'autorisant à renforcer le réseau. C'est un surcoût modéré de l'ordre de 6%. Autre source de sous-estimation, c'est qu'on a des prévisions parfaites de la demande et de la production. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on impose quand même des réserves de capacité pilotable en utilisant la formule demandée par ENSOI, le réseau, la coordination des gestionnaires de réseau européens. Dans le modèle, ça aboutit à ce qu'on double la capacité en batterie par rapport à ce qu'on n'avait pas, si on n'avait pas de telles réserves. Et puis, bien sûr, on peut avoir des oppositions locales renouvelables qui empêchent d'atteindre les capacités qu'on étudie ici. C'est quelque chose qu'on a regardé dans le deuxième article. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant passer la parole à Quentin Perrier qui va vous présenter un petit outil en ligne de présentation des résultats du modèle. Oui. Le problème étant qu'il faudrait que j'arrive à arrêter mon partage d'écran. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, parfait. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux partager ton écran? Ouais. Voilà. Comme l'a dit Philippe, moi je vais vous présenter une petite application interactive qu'on a fait à partir de ce modèle. Le lien est ici et je vous le mettrai dans le chat à la fin de la présentation. Ça va vraiment durer 5 minutes pour vous montrer comment utiliser la chose. Voilà, là vous avez eu les résultats du papier un peu théorique. L'idée c'était de vous faire quelque chose d'un peu plus visuel pour jouer avec. Donc voilà, on a tout mis sur une seule page web, très simple. Il y a une petite introduction que je vais passer parce que Philippe a déjà fait ça très bien. Je vais juste souligner que vous avez les liens vers le modèle ici. Donc comme je vous disais, on trouve que c'est important d'être transparent sur toutes nos hypothèses, nos codes, etc. Donc pour ceux qui veulent mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez.
tout est sur GitHub. GitHub, une plateforme classique où vous avez le modèle et les données d'entrée. Voilà, et puis vous pouvez aussi trouver ici le lien vers notre article en accès libre. Alors cette application, elle est vraiment très simple, hein. C'est 3 parties, 3 blocs. Vous avez un premier bloc en gris où vous rentrez vos hypothèses de coût sur les différentes technologies. Ensuite, vous avez un bloc de graphique de résultats, à la fois sur la production et sur le stockage. Et enfin, vous avez quelques petites données supplémentaires sur le système électrique voilà, qui varient selon les hypothèses que vous rentrez. Donc, dans les hypothèses de coût, comme vous l'a expliqué Philippe, on a étudié 315 scénarios de coût. Donc, pour les technologies de production qui sont sur la gauche, on fait varier le coût avec un scénario central où alors on regarde moins 25%, plus 25%, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes à l'horizon 2050. Idem pour l'éolien en mer, scénario central, moins 25, plus 25. Pour le solaire, là, comme il y avait un peu plus de variabilité dans la littérature, on a pris des scénarios à moins 25 et moins 50%, plus 25, plus 50. Et puis pour les technologies, voilà, là, on a moins 50, plus 50 pour le stockage, à la fois sous forme de batterie et sous forme de méthanation. Donc, la méthanation, c'est quand on utilise l'électricité pour fabriquer du gaz. On stocke l'énergie sous forme de gaz qu'on peut ensuite brûler dans une centrale. Voilà, donc là, je suis sur mon scénario central par défaut, vous voyez. J'ai toutes les valeurs un peu centrales. Et on voit on peut calculer le LCO ex post, parce que ça dépend des coûts d'entrée, mais ça dépend de combien est effectivement produit. On a la génération. Donc vous voyez que dans le scénario central, l'éolien joue une part importante, et le solaire photovoltaïque n'est pas très loin derrière. Et puis on a donc de l'éolien en mer, de l'hydraulique. Et ici, j'ai regroupé tout ce qui était à la fois hydraulique de lac et hydraulique au fil de l'eau. Et on a un peu de biogaz. Et voilà les capacités installées. Alors, si vous jouez avec les paramètres, il y a un premier message qui est finalement, on voit que les coûts sont un peu incertains en 2050 et le mix optimal est très dépendant de ce coût en production. Par exemple, si je regarde l'éolien en mer et que je suppose qu'il est 25% plus cher, vu l'horizon, c'est quand même une incertitude pas inacceptable, et ben on voit que le modèle décide de ne plus installer d'éolien en mer et de se reposer plutôt sur l'éolien terrestre et le photovoltaïque. C'est vrai pour l'éolien, c'est aussi vrai pour le solaire photovoltaïque, hein, où si je fais varier les coûts, vous voyez que dans un cas, si le solaire est pas cher, on va avoir presque 300 TWh par an. Et à l'inverse, s'il est très cher, le modèle va préférer installer de l'éolien et on est à un peu plus de 100, donc une forte variabilité. On peut observer la même chose du côté du stockage. Donc, sur le stockage, là, j'ai 3 graphiques. J'ai le coût du stockage. Donc là, l'idée, c'est combien ça coûte d'installer des batteries, par exemple. Et on divise par l'énergie qui va transiter par ces batteries pour avoir un équivalent du LCOE. Sur le stockage, on a l'énergie stockée en térawattheure donc électrique par an. C'est combien au total on va stocker d'énergie sur l'année ou déstocker d'énergie, si vous voulez. Et puis on a les capacités, c'est-à-dire combien de batteries vous avez, combien vous pouvez stocker au maximum à un instant T. Et alors là, il faut juste faire attention sur les unités. Pour les capacités, on est en gigawattheure pour les batteries et pour les stations de pompage hydraulique. Pour la méthanation, c'est un facteur 1000 supplémentaire, donc on est en térawattheure. On a fait ça pour tout mettre sur le même graphique. Donc chaque petite variation ici, c'est en fait une variation fois 1000. Il faut faire attention. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, pareil, selon le coût des batteries, on peut avoir finalement une variabilité assez forte. Ici, voilà, une capacité de batterie qui est inférieure à 50. Et si je joue un peu, voilà, la capacité de batterie là a presque triplé et atteint 150 pour peu que le coût des batteries change. C'est vraiment à grosse maille parce que ça dépend aussi du coût des autres moyens de stockage, des différents moyens de production, etc. Par exemple, vous pourrez voir qu'il y a des formes de corrélation entre le coût du solaire photovoltaïque et combien le modèle installe de batterie, les deux allant plutôt bien ensemble. Et enfin, quelques données sur le coût total. Donc voilà, on a mis le coût total en milliards d'euros par an. Après, comme ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, c'est vrai que c'est un peu abstrait comme ça, on a ramené ça en coût moyen de production. Comme Philippe le disait, on est très généralement de l'ordre de 50 euros par mégawattheure. On a aussi le coût du stockage dans la part du coût total, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de messages sur oui, mais si vous mettez que des énergies renouvelables variables, le coût de gérer cette variabilité va exploser, on va devoir installer des milliards de batteries. Finalement, ce n'est pas ce qu'on observe. Le coût du stockage reste dans des ordres de grandeur entre 15 et 20, 23%, etc. Donc voilà, vous pouvez jouer avec.
Et un dernier petit point que j'ai oublié, dans les 315 scénarios que j'ai observés, il y a certains scénarios qu'on a exclus, c'est ceux où l'éolien terrestre et l'éolien offshore ont des coûts très différents. Comme il y a quand même pas mal de choses qui sont communes à ces deux technologies, éolien terrestre et éolien en mer, on suppose que si vous avez un coût très faible d'éolien terrestre, vous ne pouvez pas avoir un coût très élevé d'éolien en mer. Ce n'est pas un scénario qu'on a regardé. Et quand vous faites ça, voilà, on vous met un petit message. Attention, ce n'est pas un scénario modélisé, et vous aurez ce petit message d'erreur, parce que le modèle va chercher un scénario qui n'existe pas. Mais voilà, à part ces cas extrêmes, donc soit éolien terrestre très faible et l'autre très élevé, ou réciproquement, on a vraiment regardé tous les scénarios qui sont indiqués ici. Et donc, si je dois conclure avec 3 petits messages, peut-être, pour ma part, ce serait d'abord, finalement, le coût du stockage reste relativement raisonnable, contrairement à ce qu'on entend parfois, y compris en prenant toutes les marges de sécurité recommandées aujourd'hui par les régulateurs français et européens. La deuxième, c'est que le mix électrique optimal est très dépendant des coûts qu'on suppose pour 2050, ce qui peut expliquer parfois les débats. Moi, je pense qu'il faut plus d'éolien, moi, je pense qu'il faut plus de solaire. En fait, ça dépend parfois de l'hypothèse de coût et les modèles d'optimisation sont assez sensibles à ça. Mais en fait, ce n'est pas très grave parce que le coût total, rapporté par euro de production ou en coût total, lui, ne varie pas tant que ça. Et donc, peut-être mon message en termes de politique publique, ce serait il ne faut pas forcément attendre en cherchant le mix optimal, parce que ce n'est peut-être pas la bonne question. La question aujourd'hui, c'est peut-être davantage comment on débloque les investissements dans ces différentes filières pour avancer. Voilà, j'en ai terminé, et donc je vous propose qu'on passe à la session de questions-réponses. Si ça vous va, Philippe, Estelle, Bérang. Absolument. Merci, Quentin. Oui. Allez. C'est toi qui... Alors, je vois qu'il y a eu pas mal de questions. Donc, je vais peut-être essayer de les prendre dans l'ordre. Voilà, je vais arrêter le partage. Hop. Alors, un certain nombre de questions. Donc, j'avais une première question sur... alors, ce sera peut-être pour toi, Philippe. Finalement, on a dit qu'on connaît bien les scénarios de l'ADEME. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des scénarios de négawatts. Donc, la question de Angela, c'est quid de la comparaison avec négawatts? Philippe, toi qui connais un peu bien ces deux travaux, tu peux en dire un mot peut-être? Oui, alors le scénario négawatt, donc le précédent, celui de 2017, se caractérise par une consommation d'électricité nettement plus basse que celle qu'on suppose ici, du fait d'une ambition plus grande sur les économies d'énergie. Et pour le reste, alors en termes de capacité installée, on n'est pas très différent. Enfin, peut-être que je vais essayer de partager si ça marche. Un grand paille, parce qu'on a pas mal de questions. Ouais, ok. Disons que pour les capacités installées, on se trouve en fait entre le scénario ADEME et le scénario négawatt, que ce soit pour l'éolien ou pour le photovoltaïque. Je m'arrête là. Ok, sachant que quand même les modèles utilisés sont assez différents. Je crois que les négawatts n'a pas de l'optimisation pour l'instant. Exact. Mais on aboutit à peu près au même résultat. Ok, intéressant. Alors ensuite, j'ai une question sur les profils de demande, parce que c'est vrai que les profils de demande sont importants. Et là, je vais peut-être passer plutôt la parole à Bérang. La question, c'était, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les scénarios de demande de l'ADEME en 2050? Oui, tout d'abord, bonjour. Alors, en fait, la demande d'ADEME, il y a quand même pas mal de changements par rapport à aujourd'hui. Donc, il y a une baisse de consommation grâce à l'augmentation de rendement de différents ménagères. Les éclairages sont aussi l'éclairage plutôt à la base de LED, donc LED. Et quand même, il y a pas mal d'isolation thermique des bâtiments. Donc, il y a quand même une baisse de consommation de ce côté-là. Et il y a presque moitié de transport terrestres sont quand même à la base de véhicules électriques. Donc, il y a une augmentation de transport de ce côté-là, de consommation d'électricité de ce côté-là. Et le profil de demande est quand même un peu plus lisse qu'aujourd'hui parce qu'il y a quand même la demande en 2050 est un peu plus pilotable, comme la recharge de véhicules électriques, comme le fait que les bâtiments sont mieux isolés, etc. Mais voilà,
je m'arrête ici, je ne vais pas entrer dans plus de détails. C'est un peu plus lisse qu'aujourd'hui, en gros, le profil de demande. Mais voilà. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir le rapport annexe consommation d'études 100% renouvelables d'ADEME. C'est très bien expliqué là-bas. Mhm. Ok. Et une autre question un peu similaire, c'est côté météo. C'est vrai qu'on s'est appuyé sur des données météo du passé, à la fois pour l'hydraulique et pour les profils de production d'éolien et de solaire, ce qui nous a permis de faire ces tests de sensibilité et puis de s'appuyer sur des données quand même fiables et robustes. Il y a une question, c'est finalement en 2050, on sait qu'il y aura pas mal de dérèglements climatiques. Qu'est-ce que ça change pour la météo et pour la production des énergies solaires, des énergies renouvelables? OK. Pour ces lycées, en fait, on n'a pas vraiment des données horaires pour l'avenir. On a peut-être une année type, mais on n'a pas vraiment cette liaison entre les différentes années. Donc, une variabilité interannuelle, on n'a pas vraiment une série de données horaires pour l'avenir pour voir la variabilité interannuelle, mais on l'a pour les années météo passées. Et c'est pour cela qu'on utilise les données météo passées parce qu'on observe bien une cyclicité quand même, court terme et long terme. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pour cette raison-là qu'on utilise les données météo historiques. Et effectivement, ça peut être un petit peu différent, mais la demande peut être différente aussi. Beaucoup de choses peuvent être différentes. Donc, voilà. Je pense que Juste ça suffit. un petit complément. Pour la France, les travaux menés à l'IPSL concluent que le changement climatique à l'horizon 2050 devrait avoir peu d'impact sur la production éolienne et solaire, de l'ordre de plus ou moins 3 à 5 ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les régions du monde, mais c'est ça le résultat pour la France. Pour l'hydraulique, c'est plus compliqué parce que là, il faudra prendre en compte la concurrence des usages de l'eau, l'évolution de l'agriculture, etc. Mais juste clarifier, l'hydraulique présente vraiment une très petite partie de la production. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai vu aussi ces travaux de l'IPSL et de façon générale, le changement climatique, je crois que on arrive assez bien à prévoir l'évolution des précipitations dans certaines zones, mais c'est vrai que l'évolution de l'ensoleillement et du vent est déjà beaucoup plus difficile à prévoir. Alors, il y a une autre question sur l'optimisation spatiale, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la France. La question, c'est quelles hypothèses de répartition géographique ont été faites? Alors là, Béran, tu veux répondre, parce qu'il y a en fait la version officielle et puis il y a ce qu'on a creusé à côté aussi. Ouais, alors, en fait, ce qu'on a fait, on a pris vraiment les données météo de chaque département de France, donc à peu près 95. Et ce qu'on a fait, c'est on a pris une hypothèse d'installation de nouveaux centrales à la base de ce qui existe déjà, donc proportionnel au parc actuel. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on n'a pas vraiment fait une optimisation spatiale, mais ce qu'on a fait, c'est une hypothèse proche au cas optimal. Et bien sûr, on a considéré les limites de chaque département aussi. Donc, on n'a pas dépassé les limites des départements. Mais ce que je voulais dire, c'est donc si on faisait une optimisation spatiale, ça aurait pu être encore mieux probablement. Et ce qu'on a fait, c'était une hypothèse proche à l'optimal pour les éoliennes terrestres et énergie solaire. Et pour les éoliennes en mer, ce qu'on a fait, on a pris tous les projets existants et on a choisi ceux qui sont les meilleurs dans le nord, en gros. Et on a pris quand même les limites de chaque projet. Donc, on n'a pas dépassé ce qui pouvait être produit par un projet. Voilà. Oui, c'est ça. On a pris par département les profils de production. Après, nous, c'est vrai qu'on travaille à maille agrégée en supposant que quand même la France est plutôt ce qu'on appelle une plaque tournante électrique, donc que ça circule assez bien. Ce que confirment d'autres travaux, c'est pas trop gênant. Et on a même eu un des reviewers de l'article qui nous a titillé là-dessus. Et donc, on a fait des tests en distinguant 4 régions et on montrait que ça changeait pas trop les résultats. Alors après, il y a des travaux comme l'ADEME qui ont fait ça encore plus finement en distinguant les différentes régions françaises. Et il peut y avoir des petites tensions, mais je pense que à grosse maille, ça ne change pas nos résultats. Et puis c'était aussi un arbitrage dans le sens où quand on multiplie les régions, ça fait exploser exponentiellement le temps de calcul. Et donc voilà, c'était une des hypothèses qu'on a faites, mais on pense que ça va. Alors, ne faut-il pas prendre en compte la question du temps, du calendrier, de la mise en place des différentes énergies renouvelables? Alors, c'est une bonne remarque, je pense. C'est vrai que nous, on fait un travail en coupe à l'horizon 2050. Et dans ce travail, on ne regarde pas
combien de temps ça met pour installer, mais on est conscient que c'est une partie du problème. J'avais moi-même publié un article il y a 3 ans qui justement regardait l'évolution temporelle entre aujourd'hui et 2050, et c'est vrai que là, ça peut changer des choses. Après, voilà, on ne peut pas tout faire dans un modèle, souvent pour des raisons de temps de calcul. Donc là, l'idée, c'était de montrer, c'est d'avoir des résultats en 2050 sur déjà qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est possible et à quel coût, parce qu'on voit que c'était déjà une question importante du débat. Maintenant qu'on voit que c'est faisable, que c'est possible, on peut se poser la question du calendrier. Alors, une question de Plion. Le coût du raccordement futur au réseau n'est-il pas sous-estimé, car il faudrait une restructuration profonde de celui-ci? Philippe, je vais peut-être te passer ça, parce que c'est vrai que la question du coût du raccordement, du coût du réseau, je pense que c'est une question importante, et on a eu beaucoup de remarques là-dessus qu'on essaye aussi d'adresser dans notre article. Philippe, tu peux prendre la question du coût du raccordement? Oui, alors c'est pas tellement le raccordement, il est pris en compte, c'est plutôt le coût du développement du réseau rendu nécessaire par le développement de l'éolien et du solaire. Tu peux parler un peu plus fort, je t'entends pas super bien. Ok, donc ouais, c'est plutôt la question du coût du développement du réseau pour l'adapter. Donc ça, c'est une question qui est traitée par RTE, en tout cas pour ce qui est du réseau de transport, sur lequel il y aura beaucoup d'éléments, enfin il y a déjà pas mal d'éléments dans leurs documents. Ce qu'ils nous disent, c'est que oui, ce coût, il existe, mais il reste modeste par rapport au coût du parc de production. C'est pas ça qui va faire changer les résultats massivement. On a aussi des éléments en Irlande où c'est une île donc avec peu d'interconnexions et ils aboutissent à la même conclusion. Mais clairement, et après là où c'est plus compliqué, c'est sur le réseau de distribution Enedis. Si on a beaucoup de solaire distribué, là on a moins de chiffres pour l'instant côté Enedis pour savoir combien ça va coûter. Merci. Et peut-être pour compléter, c'est vrai que dans notre article, on a eu des questions comme ça. Et donc, le dernier chapitre de l'article, c'est vraiment des questions et des réponses auxquelles on essaye d'apporter des éléments. Typiquement sur les coûts de réseau, est-ce que c'est tout ce qui pourrait sous-estimer les coûts et tout ce qui pourrait sous-estimer les coûts. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'article tout à la fin, qui est plus en format discussion. Il n'y a pas trop d'équations et de modèles. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on a sous-estimé, surestimé. Alors ensuite, peut-être une question pour Bérang sur les histoires de pointe et de creux quand il n'y a pas de vent. Donc, j'ai 2 questions que je regroupe. Nicolas, alors est-ce que vous avez appliqué ce modèle à des longues périodes anticycloniques où il n'y a pas de vent pendant plusieurs semaines? Et une question de Yuen, est-ce que vous arrivez à passer sereinement les périodes d'extrême pointe hivernale comme on a eu en 2012? Oui, alors, comme Philippe a expliqué au début, on a utilisé 18 années météo, donc ça prend quand même pas mal de longues périodes où il n'y a pas assez d'énergie éolienne. Déjà, vous avez vu tout à l'heure, pour l'été, on n'avait pas beaucoup d'éolien, par exemple. Ce n'est pas vraiment le période, mais on a des périodes comme ça, encore pire que ça. Et donc, oui, on a bien sûr considéré les périodes extrêmes, donc les périodes où il n'y a presque pas de vent, où il n'y a presque pas d'ensoleillement et tout ça. Ils sont tous considérés. D'une part, de notre part, pour la partie de pic, le point, on a quand même 3 options de stockage et 2 autres technologies qui sont dispatchable, donc pilotables. Donc, avec tout ça, on arrive. Effectivement, si on supprimait, par exemple, une semaine où il y avait beaucoup d'éolien, où il y avait peu de vent, ça aurait pu coûter encore moins que ça. Donc, déjà, tout est considéré et c'est comme ça qu'il y en a quelques heures avec peut-être une série de dizaines, vingtaines d'heures qui sont très, très extrêmement chères, en fait, déjà dedans. Donc, on a tout considéré et le coût qui sort, c'est après tout ça. Oui. C'est vrai qu'en 2012, il y a eu une sacrée pointe et c'est dans les années qu'on a observé, donc c'est dans les résultats qu'on vous a montré, que Philippe a montré. Je ne sais pas si Philippe, tu veux compléter, parce que c'est quand même une question importante. Non, j'aurais voulu, j'avais en réserve la pire semaine de ce point de vue-là. J'arrive plus à partager mon écran, mais voilà, non, mais c'est comme Bérang a répondu. Ok, ouais. Et puis encore une fois, on suit les recommandations de ENSOE sur les réserves qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, chaque fois que vous installez des renouvelables, ENSOE demande, oui, mais on sait très bien que le vent peut baisser rapidement.
Donc, pour tout ce qui est fluctuation de court terme, en tout cas, il y a chaque fois qu'il y a de l'éolien, il y a des réserves, une flexibilité du système, soit du côté de la demande, soit du côté de l'offre, avec les steppes, le biogaz, etc., qui est mis en réserve, qui n'est pas utilisé, au cas où ça baisse. Et pour les hyperpointes, c'est ce qui est aussi assez dimensionnant pour les capacités de production et de stockage. Alors, une question finalement, de Rémi. Bonjour, l'outil est-il adaptable aux échelles plus locales? Est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour une région, Bérang? Bien sûr qu'on peut le faire, c'est juste que quand la dimension devient plus petite, le modèle doit être un peu plus opérationnel quand même, probablement. Mais bien sûr, du point de vue de planification énergétique de l'avenir pour une région, bien sûr, ça peut fonctionner très bien. C'est ce que je peux dire. Juste un complément, il y a des travaux de ce type menés sur des îles non interconnectées. Là, il faut passer un pas de temps plus fin que l'heure. Parce qu'à l'échelle de la France, ça sert à rien de passer à une demi-heure, par exemple, parce que les variations de la production ne se font pas à un rythme aussi rapide. Mais par contre, sur une petite île, là, le nuage y passe, et donc on a besoin d'un rythme plus fin. Il y a des travaux de ce type qui sont menés dans d'autres labos. Ouais, puis c'est vrai que je pense qu'on peut le faire. Après, la question que je me poserais, c'est pourquoi on voudrait le faire. Parce qu'en France, il y a de la solidarité entre régions. On sait qu'il y a des régions qui ont plus de steppes et qui apportent cette flexibilité à d'autres régions. Et donc, c'est aussi utile. Après, pourquoi pas pour certaines régions spécifiques se poser la question. Je pense notamment à la région Bretagne, qui est pas loin de l'île que tu mentionnais, Philippe, un peu isolée, où ça pourrait être utile. Alors, j'ai des questions sur tout ce qui va être matériaux, impact environnemental et ce genre de choses. C'est des questions importantes et légitimes. Donc voilà. Est-ce que vous avez considéré les contraintes en termes de matériaux, en termes d'émissions, de pollution, d'usage des sols? Voilà. Comment vous avez pris en compte ces contraintes, si vous les avez prises en compte? Alors, Bérang, je sens que tu as envie de répondre. J'ai réponse à une partie, mais pas toute. Bien sûr qu'on a pris les limites d'usage de terre, les limites techniques d'installation, ils sont tous considérés dedans. Par contre, nous, on a pris cette hypothèse que déjà à la base, les renouvelables, il n'y a pas d'émissions pour les renouvelables, pour la production. En fait, on ne parle pas d'émissions ici, on parle de 100% renouvelables. Donc, effectivement, on n'a pas fait une ACV, par exemple, pour les émissions de renouvelables, si vous voulez. Mais dans d'autres travaux, plus tard, vous allez voir, on a fait ça et on va présenter plus tard. Ok. Peut-être en complément. Vas-y, Philippe. Oui, en complément, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur les émissions en ACV. Il y a une synthèse, par exemple, dans le rapport du GIEC dans la R5 qui nous dit photovoltaïque entre 18 et 180 grammes de CO2 par kilowattheure, le nucléaire entre 4 et 110, l'éolien entre 7 et 56 pour le petit éolien, beaucoup moins pour le grand. Mais tous ces chiffres, ils sont pas spécifiques à une technologie seulement, ils dépendent du système énergétique retenu. Parce que par exemple, si pour le nucléaire, vous avez besoin d'électricité pour faire l'enrichissement, selon que cette électricité elle est faite avec une part plus ou moins grande de fossiles ou de renouvelables nucléaires, vous n'avez pas du tout les mêmes émissions. Et c'est pareil pour tout. Donc en fait, les ACV statiques, celles qui se basent sur des chiffres calculés pour aujourd'hui, ça n'a pas de sens de les appliquer pour un scénario sur 2050. Et pour ça, on peut faire des ACV dynamiques, et c'est ce qu'il faut faire. Ça a été fait, il y a un article récent dans Nature Energy de collègues allemands qui s'appelle, je ne peux pas vous le présenter là, mais c'est publié l'an dernier dans Nature Energy. Et ce qui conclut, en appliquant cette approche qui est la seule qui est cohérente, c'est que si on a un scénario climatique ambitieux, les émissions en cycle de vie, que ce soit du nucléaire, de l'éolien ou du solaire, elles sont très faibles, entre 3 et 12 grammes de CO2 par kilowattheure, et que considérer les émissions sur le cycle de vie plutôt que les émissions directes n'a qu'un effet modeste sur la structure d'un système énergétique optimal. Okay. Là où ça reste, là où c'est différent, c'est si on fait des fossiles avec capture stockage du CO2 à cause des émissions fugitives,
et si on fait de l'hydraulique en noyant des forêts où là, on a des émissions importantes. Merci Philippe. Alors maintenant, j'ai quelques questions un peu sur les technologies. D'une part, j'ai beaucoup de questions sur le taux d'actualisation, et je pense que c'est une question légitime et importante. Voilà, quelles sont les hypothèses de coût du capital ou de taux d'intérêt que vous avez pris? Et ensuite, j'ai des questions sur les technologies spécifiquement. Voilà, quelles sont les technologies éoliennes que vous avez prises? Et pour le solaire, est-ce que c'est plutôt des fermes à grande échelle ou du PV sur toiture, beaucoup plus important? Philippe, je te laisse commencer sur le taux d'actualisation peut-être. Alors, on a pris le taux d'actualisation qui est recommandé en France dans le calcul socio-économique public, à travers depuis le rapport Kinel 2013, c'est 4,5%. Alors, il faut bien voir que nous, on cherche un optimum. On n'est pas en train d'essayer de représenter un marché dans lequel on a des acteurs privés qui investiraient. Donc, dans d'autres articles, on a des taux plus élevés qui sont retenus. En considérant que le coût du capital est plus élevé que ça. Ce qui se discute aujourd'hui, parce que pour les projets renouvelables, les grandes entreprises aujourd'hui empruntent à 1 ou 2%. Mais de toute façon, c'est pas nous. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est on cherche l'optimum, donc on applique les recommandations officielles. Et prendre un taux plus élevé que ça, ce serait vraiment pénaliser les générations futures. Voilà. Et dans l'article, on fait quand même une analyse de sensibilité en faisant varier ce taux de 2 à 7%. Oui, et puis comme de façon générale, en fait, on regarde plein de scénarios de coûts. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec notre taux d'actualisation, et ben vous avez qu'à prendre un coût un peu différent, et je pense que ça revient à peu près au même. Comme on étudie plein de coûts différents, je pense que l'impact de notre choix du taux d'actualisation n'est pas si déterminant. Justement, on regarde toute l'étendue des possibles des coûts. Et Bérang, sur la deuxième partie de la question. Ouais, les modèles, peut-être les modèles de solaire déjà. Est-ce qu'on est plutôt toiture de particuliers ou ferme au sol? Et ensuite sur l'éolien. En fait, pour l'énergie solaire, on a pris une moyenne de trois types d'installations. Donc, sur les toits pour les résidentiels, sur les toits pour les commerciales et par terre, donc installé par terre, c'est pas comment vous dites en français, mais ground mounted en gros. Et donc, c'était une moyenne de ces trois-là par rapport au coût. Ensuite, on a considéré 10% de perte de système, donc pour la production d'électricité, mais il n'y avait pas un modèle particulier. On a utilisé le site de Renewables Ninja pour extraire la production renouvelable, que Philippe a expliqué déjà. Et ici, il n'y a pas de modèle d'énergie solaire, mais plutôt les caractéristiques techniques d'installation. Donc, on a 10% de perte, si vous voulez. Et voilà les trois différents types de technologies solaires, d'installation solaire. Et pour les éoliennes, on a considéré vraiment le moyen. Donc, il y a trois différentes technologies sur GRC. Il y a ceux qui sont très longs avec densité énergétique plus bas et très courts avec des densités énergétiques plus hautes. Nous, on a considéré ceux qui sont au milieu, donc densité énergétique en moyenne et aussi la taille en moyenne. Et donc, ça fait 90 mètres d'altitude, si vous voulez. Et pour les éoliennes en mer, on a utilisé les turbines Siemens SWT 4 MW. 130 mètres, c'est ce qui est noté sur sur le produit, sur leur manuel, mais on a considéré 120 mètres parce que pour la France, c'est à peu près autour de 120 mètres en moyenne les éoliennes en mer. Donc, je pense que ça suffit. C'est assez. Oui, c'est vrai que ce site Renewable Ninja, c'était une vraie pépite. Il vous donne le vent et puis vous choisissez un profil d'éolienne et il vous dit la production que ça générerait. Donc, pour ça, c'est vraiment. Et avec une résolution spatiale assez élevée, 10 km à 10 km. Donc, vous pouvez vraiment voir chaque département, même diviser les départements en différents parties aussi. Donc, c'est assez intéressant comme site. Ouais. Alors, j'ai encore quelques questions. Rappelez-moi, on doit finir à 11h50. Hein. En fait, l'essentiel une grande partie de la deuxième présentation prévue, ça consiste à répondre aux questions qui sont là. là. Pour anticiper des questions, et beaucoup sont en fait celles qui sont posées ici. Donc, je pense qu'on peut en fait continuer la séance de questions, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup encore. Très bien. Bon, donc n'hésitez pas à poser vos questions techniques. On rentre officiellement dans la troisième et dernière partie, même si c'était déjà un peu le cas. Alors, je vois que Angela revient sur une des réponses
Alors, c'est vrai qu'on a répondu sur l'ACV pour les technologies. Et finalement, on n'a peut-être pas répondu sur les matériaux. Voilà, comment on prend en compte les contraintes de matériaux? Alors là, je dirais que on a pris en compte peut-être des potentiels liés à l'acceptabilité sociale ou réglementaire. Typiquement, sur l'éolien offshore, on l'a limité à 20 gigawatts parce que c'était ce qui était aujourd'hui dans les appels d'offres et qu'on ne peut pas construire de l'éolien offshore partout. Pour les matériaux, on ne l'a peut-être pas pris en compte, c'est vrai. Mais je ne pense pas que ce soit un problème parce qu'à l'échelle mondiale, la France est quand même un tout petit, un tout petit pays déjà. Et ensuite, les travaux généralement montrent qu'il y a. Moi, j'ai lu des travaux du MIT qui montrent déjà jusqu'à l'horizon 2035 qu'il n'y a aucune contrainte liée aux matériaux pour les énergies renouvelables, que finalement, il n'y a quasiment pas d'énergie renouvelable qui utilise des terres rares. Ça qu'on s'excite beaucoup sur les terres rares, mais il n'y a que quelques technologies éoliennes qui en utilisent donc, et quelques panneaux solaires, mais on peut très bien faire sans, et majoritairement, on fait sans. Et après, on parle parfois du silicium. Là, si vous comparez le silicium dont on aura besoin pour les énergies renouvelables et ce dont on a besoin pour construire des bâtiments en béton, et ben, en fait, vous voyez que ce n'est pas une goutte d'eau, mais pas loin. Donc, la question des matériaux, on ne l'a pas vue comme étant contraignante. Et puis, en plus, c'est difficile à l'échelle d'un pays de prendre en compte ces contraintes souvent mondiales. Alors, je vois que Benoît poursuit quid du lithium pour le stockage. Donc, je pense que j'ai répondu du cuivre pour les lignes électriques. Alors, je n'ai pas regardé spécifiquement le cuivre, mais encore une fois, du point de vue de ligne électrique, il y en aura peut-être un peu plus, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une explosion. Et sur le lithium, sur les batteries de manière générale, la quantité de batteries qu'on a là dans nos scénarios, elle est très faible par rapport à celle qu'on devrait avoir dans les véhicules électriques si le développement anticipé se poursuit. Donc, si on veut limiter, ce qui est une bonne chose, hein, la quantité de batteries dans le pays, il faut plutôt insister sur le fait que les véhicules électriques soient légers et avec des batteries du coup pas surdimensionnées, plutôt que d'avoir des humeurs électriques comme ça se profile. Alors, j'ai une autre question assez intéressante, je trouve. C'est finalement, on voit que dans notre modèle, on dit que la quantité de batterie installée, ça varie beaucoup. Alors, je l'avais noté, ça varie de 7 à 77, donc un facteur 10 en volume et en énergie d'un facteur 5. Du coup, quel est le message un peu là-dessus? Qu'est-ce qu'on fait? Quel serait le message qu'on peut en tirer? Et c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, moi, ce qu'on a pu observer, c'est que la quantité de batterie, elle, est pas mal liée, je trouve, à la quantité de solaire, déjà. Parce qu'il y a une bonne complémentarité entre les deux. Le solaire, ça produit la journée, et comme ça, vous avez une batterie, un profil journalier, vous avez une batterie, là où l'éolien peut avoir un profil un peu plus sur des semaines. Donc, peut-être penser un peu les deux ensemble, et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait creuser. Après, face à cette incertitude, ouais, Philippe, comment tu as des réponses? Peut-être Béran pourra en dire plus, mais si on prend en compte le couplage entre secteurs, il est fort possible qu'en fait, on n'ait pas du tout besoin de batterie ou en tout cas beaucoup moins que ce qu'on a ici. Je ne sais pas si Béran, tu veux dire un mot. Oui, en fait, déjà, d'un côté, exactement, la complémentarité entre énergie solaire et batterie, c'est énorme parce que, en fait, c'est vraiment ces deux-là qui sont en train de reproduire l'autre. Parce qu'on a fait des études de mathématiques, transform Fourier, etc. On a vu vraiment leurs cyclicités sont exactement égales, presque égales. Donc, d'une part. D'une autre part, une fois qu'on ajoute d'autres technologies dans le système électrique, donc les émissions négatives, nucléaires, captage carbone dioxyde, on a encore moins de batteries. Donc, c'est aussi un autre article qui est publié très dernièrement et on va aussi probablement faire une présentation dessus. Et là, on voit déjà que le volume de stockage devient presque moitié. Et une fois qu'on considère tout le système énergétique, encore un autre article qui est sur révision dans ce moment, tout le système énergétique ensemble avec le couplage sectoriel, on n'a quasiment pas de batterie, juste pour les réserves. On a des batteries sans volume, avec capacité juste pour être là, pour être prêt pour les réserves. Donc, voilà. La batterie, ça ne doit pas être vraiment surestimé dans tous les cas. Et ici, que vous voyez, il y a une grande variation quand même de point de vue de coût. C'est une très, très petite partie de coût du système. Et qui n'est pas... Alors que dans la littérature ou dans les médias, on a entendu de 10 fois, 11 fois plus cher à cause des batteries, mais ce n'est pas le cas du tout. Merci Vérang, merci beaucoup. Du coup, ça anticipe deux questions que j'avais qui étaient quid du nucléaire
Donc, comme Berang l'a dit, ça arrive. Et quid des autres technologies, couplage, on sait bien qu'il faut le penser plus généralement. On en est conscient, voilà, on travaille par étapes. Et donc, ça arrive aussi. J'en profite, j'ai oublié, mais je vous mets le lien vers le modèle dans le chat, le modèle interactif, si vous voulez jouer avec. Et aussi une question de est-ce qu'on pourra retrouver ça Oui, tout ça, c'est enregistré, si tout se passe bien. Oui, c'est enregistré. Et donc, vous pourrez retrouver ça sur le site du CIRED très prochainement. Alors, je vois qu'il y a des remarques, par exemple, sur la question de cuivre. On nous pointe des études. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire, je pense à Philippe en premier lieu, si vous dites, voilà, on pourrait prendre en compte telle contrainte, etc. On est preneur. Alors, une question un peu générale, finalement, qu'est-ce que, en termes de politique publique, est-ce que vous êtes écouté? Comment ça peut se traduire en termes de politique publique? Bon, je pense que ça rejoint nos messages principaux, c'est vrai mais je pense que ça vaut le coup de les répéter. Philippe, tu veux peut-être dire un mot là-dessus? Bah, On a parlé beaucoup de technique, mais à quoi ça sert? Je dirais que le but, c'est d'éclairer le débat public. Après, est-ce qu'on est écouté c'est pas, on verra dans les choix qui seront faits dans les années qui viennent, hein, peut-être. En tout cas, il y a un intérêt, ça c'est sûr. Ok, ouais, question pas facile, hein, on sait mais je jamais. dirais, peut-être au-delà de nos propres travaux, il y a énormément d'articles scientifiques, soit en économie de l'énergie, soit dans des revues en énergétique, sur ces systèmes très largement renouvelables, qui sont en fait assez mal connus encore. En partie parce qu'ils sont publiés dans des revues internationales, en partie parce que c'est assez récent. Et le débat tel qu'on peut le voir dans les médias ou sur les réseaux sociaux, il est largement déconnecté de ces travaux scientifiques. Et bon, comme toujours, c'est dommage quand le débat est déconnecté des travaux scientifiques. Donc ça, c'est un article parmi d'autres, mais c'est très bien que ce débat soit davantage informé par la science. Oui, tout à fait. Juste vas-y, Véran. pour dire, en fait, c'est le cas pour la France, par contre. Par exemple, si vous regardez les études dans des autres pays, ils sont quand même bien médiatisés, en particulier en Allemagne, par exemple, ces pays-là. Ce n'est pas le cas vraiment, c'est un cas particulier pour la France que ces études-là sont pas bien communiquées, alors qu'il y en a vraiment beaucoup et bien faites. Et voilà. C'était juste pour mentionner, c'est vraiment un cas trop français. Ouais, et j'ai bien aimé ta remarque, Philippe, sur parfois on sent une déconnexion entre les éléments du débat public et ce que disent les papiers de recherche depuis 5 ans. Et là-dessus, il y a un article que j'ai trouvé vraiment intéressant qu'on cite, je crois que c'est le premier ou le deuxième article qu'on cite, nous, qui est celui de Brown et al., je vous le mets dans le chat, où vraiment il liste un peu tout ce qu'on dit sur les renouvelables et qu'est-ce que la littérature répond. Alors les renouvelables, on dit que c'est pas possible, techniquement. Bon, il y a tel et tel papier qui ont regardé telle et telle question. Le problème de la pointe, qu'est-ce que c'est? Voilà, vous pouvez regarder là. Etc. Alors je ne dis pas que ça va tout traiter, je ne sais plus si elle traite les matériaux, mais c'est quand même assez large. Donc je vous encourage à y jeter un œil. Une question finalement, j'ai l'impression que vos travaux sont assez proches de ce qu'a fait l'ADEME dans les résultats. Oui, Berang, à quel point on est loin de l'ADEME? Je crois que nous, on a les réserves en plus par rapport à eux, donc c'est quand même un peu différent. Il y a peu de différence entre les modèles, mais il y a un peu de différence entre les modèles, mais les résultats sont quand même assez dans les mêmes lignes. Donc les résultats sont assez proches, je peux dire. Et par contre, ce qu'on a fait, en fait, notre étude n'est pas juste pour dire un scénario renouvelable pour 2050, un 100% renouvelable pour 2050. Ce qu'on a fait qui était un peu de plus, en gros, c'était une étude de sensibilité très large, multiparamètres. Donc, on a considéré le changement de coût de plusieurs différentes technologies en même temps, qui changeait donc le mix énergétique. Donc, 315 scénarios pour études de sensibilité et 315 scénarios pour le robustesse aussi. Donc, on a aussi étudié le robustesse et le fait que si on a pris notre décision à la base d'informations erronées avant de réception de la vraie information, si on a pris déjà notre décision d'investissement, qu'est-ce qu'on va perdre? Qu'est-ce qu'on va avoir comme un surcoût ou regret? Donc, on a étudié cette partie-là aussi, qui sont en fait, ce sont les parties très
assez différente de l'ADEME, donc assez différente des autres études qui existent. Là, c'est une robustesse quand même. Ce n'est pas juste un seul scénario, mais on a fait sur des différentes possibilités d'états à venir qui sont assez différents. Et quand même, on arrive à trouver qu'un système électrique 100% renouvelable ne coûte pas cher, ne coûte pas beaucoup plus cher, coûte autour de la même chose qu'aujourd'hui. Et ces incertitudes n'ont pas un grand surcoût. C'est ce qui est très important à mentionner, qui n'existe pas dans les autres études. Ok, merci. J'ai aussi deux, trois questions sur finalement. Je dois juste ajouter un dernier truc. Vas-y. En plus, dans l'étude ADEME, ils étudient 4 années météo. Donc, les études comme ADEME ou d'autres études, ils étudient vraiment une durée météo très, très limitée, alors que nous, on considère quand même 18 années. C'est presque une demi-cycle climat, donc assez intéressant de ce côté-là. Ok, merci. J'ai une question de précision. Vous dites sur l'éolien offshore, voilà, on a capé, on a mis un maximum à 20 gigawatts. Quid des autres technologies? Est-ce qu'il y a un maximum sur le solaire, sur l'éolien, et il est à combien? Bien sûr qu'il y a. C'est noté dans l'article déjà. Donc, pour l'énergie. Ouais, moi aussi, je suis en train de chercher. Mais bon, en tout cas, on s'est basé sur des études de l'ADEME et autres. Ouais, vas-y, Philippe. Il y a des contraintes sur l'éolien terrestre et le photovoltaïque qui en fait ne jouent pas, parce qu'on est toujours en dessous des plafonds qu'on avait fixés. C'était 120 gigawatts sur l'éolien terrestre, donc on l'atteint jamais, et sur le photovoltaïque, je ne sais plus, mais enfin là... 210 gigawatts pour photovoltaïque. Peut-être pour donner quelque chose un élément plus parlant, alors, pour comparer les capacités qu'on a dans notre scénario de référence et celles que l'Allemagne prévoit pour 2030 dans la loi qui est en train d'être votée. Nous, on a 12 gigawatts d'éolien maritime contre 20 pour l'Allemagne en 2030. On a 80 gigawatts d'éolien terrestre contre 71 pour l'Allemagne en 2030, donc déjà très légèrement plus seulement, et 110 de photovoltaïque contre 100 pour l'Allemagne. Alors que la France a une superficie et une densité de population beaucoup plus faible que l'Allemagne. Donc, de ce point de vue-là, c'est plus facile d'installer des capacités. Voilà, c'est ce qui montre que c'est pas du tout délirant ce qu'on installerait dans notre scénario de référence. Ton micro, Quentin. Merci Philippe. J'ai encore quelques questions sur le nucléaire et encore une fois, je pense qu'il y a cet article de Berang qui refait la même chose, qui va sortir bientôt. On pourra refaire un webinaire où vraiment c'est la même question mais avec du nucléaire. Donc je propose qu'on écarte cette discussion pour l'instant. Du nucléaire et les émissions négatives d'ailleurs. Et le CCS. Captage du carbone, voilà. BECS, ouais. CCS et nucléaire. Tout à fait. On peut rappeler la date prévue d'ailleurs. Effectivement, ça va être le 14 janvier, j'imagine, c'est ça? C'est ça. Le 14 janvier. On communiquera là-dessus à nouveau. Ouais, on renverra des petits tweets. Alors, j'ai des questions un peu techniques sur finalement, vous avez mis tout ça sur GitHub. Comment on peut s'en saisir? Comment on peut reproduire ça sur nos machines? Alors, c'est vrai qu'on utilise GAMS, donc c'est les fichiers .gms. Et donc, vous pouvez lire les équations parce que c'est un fichier texte. Par contre, si vous voulez faire tourner le modèle, il faut une licence GAMS. Donc, c'est le seul problème, c'est que ce n'est pas complètement gratuit. Nous-mêmes, on paye la licence. Je crois que c'est quelque chose comme 1 000 euros. Ce qui est un défaut, clairement. Bon, après, voilà, on fait ça parce qu'ils ont des outils pour résoudre les équations qui sont extrêmement performants. Et donc, on paye pour gagner en temps de calcul. Après, je crois que c'est possible de prendre les mêmes équations et de faire tourner ça en Python, si vous voulez. Voilà. On n'a pas encore franchi cette étape dans mais ça a été fait par un collègue de l'IPSL en Python avec un solver libre. Donc, c'est faisable pour les plus geeks d'entre vous. Donc, il y a des questions sur les transitions professionnelles. Bon, de façon générale, je pense qu'on n'a pas regardé ça. Nous, on est vraiment en coupe en 2050. On n'a pas observé la question des transitions. Même si on est bien conscient que c'est hyper important et voilà, et qu'il y a d'autres travaux là-dessus, mais nous, on n'est pas là-dessus, pas spécifiquement.
Donc, est-ce qu'on regarde l'artificialisation des sols? C'est vrai qu'on ne l'a pas mis en sortie, mais on pourrait presque regarder, non, quelle est l'empreinte au sol d'une éolienne, d'un panneau solaire et voir ce que ça représente. Je peux juste dire un petit mot dessus. Pour biogaz, c'est déjà considéré dans les études parce que dans les prochains articles aussi, on a pris les mêmes chiffres. Donc, on considère juste biogaz comme à côté de l'agriculture, mais sans agriculture dédiée pour biogaz, si vous voulez déjà de ce côté-là. Pour les éoliennes et solaires, effectivement, il y a l'usage de sol, mais on est très très loin des limites. Pour l'énergie solaire, on a une limite de juste 776 gigawatts pour le sud de France. On est très 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 loin de ça. On est même pas un dixième si on considère toute la France. Donc, on est vraiment très très loin de côté de problématiques, de côté d'usage de sol pour éoliennes terrestres et énergie solaire. Ok, et puis de façon générale, c'est ça, on est loin du potentiel acceptable maximum, donc on ne va pas recouvrir la France de panneaux solaires en tout cas. Philippe, j'ai deux questions, je pense, qui pourraient être pour toi. La première, c'est sur l'écrêtement. C'est vrai qu'on n'a pas forcément expliqué beaucoup ce que c'était. Et quelqu'un qui dit 11%, ça me paraît beaucoup. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Et puis, il y a une deuxième question sur le EROI. Est-ce qu'on aura assez d'énergie pour fabriquer tout ça sans énergie fossile? Si tu ne prends pas, je peux prendre comme tu veux. Alors, sur l'écrêtement, c'est beaucoup parce qu'on n'a pas de couplage entre secteurs ni d'import-export, de choses ni de flexibilité de la demande. Donc, c'est pour ça qu'on a plus d'écrêtement donc l'écrêtement, je rappelle, c'est l'électricité d'origine renouvelable qu'on ne valorise pas, qu'on perd parce que ça coûterait trop cher, ça coûterait plus cher d'augmenter les capacités de stockage. Sur EROI, juste pour conseiller un très bon article, à mon avis, le meilleur sur le sujet, celui d'Adrien Fabre dans Ecological Economics. Lui regarde sur un scénario mondial 100% électricité renouvelable, ce que devient l'EROI et est-ce qu'on peut avoir assez d'énergie pour produire les capacités. Et dans un teaser, c'est quoi la conclusion? La conclusion est oui. Voilà, je vous laisse regarder l'article si vous êtes intéressé. Mais tu peux compléter, Quentin. Alors, à défaut de compléter, je vais le mettre dans le chat. J'espère que c'est le bon. Hop, un lien vers l'article. Et juste un petit complément pour le côté des écrêtements. En fait, voilà, déjà, comme Philippe a dit, dans les autres études qui considèrent les autres secteurs, ça devient beaucoup moins. Et d'une autre part, le coût d'électricité, c'est presque zéro pendant très très longtemps. Donc, cet écrêtement, en fait, ça coûte rien pour le système, si vous voulez, parce que quand même, on a pas mal de production renouvelable. Et donc, c'est le choix du système à ne pas stocker. Donc, c'est le choix d'optimisation à ne pas stocker. Voilà, donc, ça fait pas beaucoup de changements. Si on avait moins d'écrêtement et plus de, je sais pas, gaz naturel, quelque chose comme ça n'allait pas coûter moins cher, si vous voulez. Ok. Alors, si j'ai bien compris, vous n'avez jamais de défaillance dans aucun scénario, dans le sens où on satisfait la demande à chaque heure, alors que vous n'avez pas d'interconnexion, ce qui est surprenant parce qu'aujourd'hui, on en a, et même RTE accepte un certain nombre d'heures de défaillance. Alors, je crois que ça a déjà été dit par Philippe, mais oui, effectivement, on sait que RTE accepte un certain nombre de défaillances aujourd'hui. Nous, on n'en suppose pas. Après, donc, est-ce que ça veut dire que notre système électrique est beaucoup plus sûr? Bon, je pense que c'est une façon aussi d'être un peu prudent parce qu'on sait qu'il y a énormément d'incertitudes à cet horizon. Et voilà, c'est une marge de prudence qu'on prend. Mais nous, en tout cas, on essaye de faire en sorte que dans notre modèle, on satisfasse la demande à chaque heure. C'est juste une forme de prudence supplémentaire. Ce qui n'exclut pas que dans la vraie vie, en 2050, si une grosse centrale se termine, ne fonctionne pas, on puisse avoir besoin de ça. Oui, et d'autant que nous, on suppose que la France est une plaque de cuivre, donc on n'a pas les faiblesses sur le réseau qu'on peut avoir en Bretagne ou dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Donc, si on représentait ça, il est possible qu'on ait également des défaillances comme dans la vraie vie. Alors, petite question sur l'effacement. Vous prenez en compte des niveaux d'effacement similaires à aujourd'hui. Pourquoi ne pas avoir pris en compte des niveaux d'effacement similaires à aujourd'hui plutôt que pas d'effacement du tout?
C'est parce que il faudrait prendre en compte le coût de cet effacement. Euh, et ça, on l'a fait dans d'autres simulations, mais c'est difficile d'avoir une idée précise sur ce coût. C'est pour ça qu'on l'a pas pris en compte. Peut-être que Béran, tu veux dire un mot en plus. Oui, en fait, déjà, on a fait une modélisation avant avec effacement. On a juste considéré une petite partie d'effacement. Ce qu'effacement fait, ça baisse un peu le volume de stockage dont on a besoin. Et par contre, effectivement, comme Philippe a dit, il y a des différents types d'effacement. C'est vraiment assez compliqué quand même, le marché de demand response et tout ça. Aujourd'hui, déjà, c'est un marché très compliqué. Vous avez le côté industriel, vous avez le côté particulière et tout ça, qui sont encore, chacun est divisé énormément dans beaucoup de types de parties. Il y a déjà un rapport d'ADEME dessus, vous pouvez voir, c'est très compliqué tout ça. Donc, ajouter ça dans le modèle, ça faisait déjà un modèle beaucoup plus lourd. Et en plus, on trouvait pas une différence dans le mix énergétique. Juste une partie de batterie est remplacée par ça. Donc, on ne trouve pas l'intérêt pour d'ajouter et augmenter les calculs comme ça, en gros. Mais sinon, déjà, la demande prévue de l'ADEME pour 2050 est quand même un peu plus lisse qu'aujourd'hui, un peu de déjà load shifting, pas load shifting, mais voilà, un petit peu d'effacement, juste choix de charge de véhicules électriques, etc., sont considérés dedans. Ok. Alors, j'ai quelques questions. Alors, on commence à être sur des points très techniques, très précis, en tout cas. Avez-vous considéré des taux d'indisponibilité pour des centrales pour des raisons de maintenance planifiées ou non planifiées? C'est vrai que dans les modèles, souvent pour les grosses centrales, on suppose un taux de maintenance annuel ou quelque chose comme ça. Donc un taux où elle peut effectivement produire. Là, on est sur des choses plus décentralisées. Donc on a plutôt pris les profils de production qui existent aujourd'hui. Et donc je pense qu'ils reflètent peut-être en partie la maintenance qui est faite aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait. Mais on n'a pas supposé que ça changeait dans le futur. Je me trompe, Béran? Non, c'est vrai, mais en fait, déjà, il faut mentionner le fait que le gaz centrales à gaz sont utilisées très peu, donc déjà leur maintenance c'est considéré dedans. C'est pour juste peak shaving. Par contre, pour les renouvelables, on a pas mal d'heures de écrêtement. Donc, si jamais il y a besoin de maintenance, on peut faire pendant les heures qu'on a déjà beaucoup de production. Donc, on peut juste faire arrêter quelques éoliennes ou quelques panneaux solaires et faire la maintenance. Donc, ce n'est pas censé être un problème vraiment dedans. Ok. Peut-être faut repréciser que c'est à Quentin qu'il faut adresser les questions. D'autant que moi, oui. j'ai un problème technique sur mon client Zoom et je n'arrive pas à lire les messages. Ok, et je crois que j'arrive à ma dernière question, mais qui reboucle un peu avec ce qu'on avait dit. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. La part limitée du stockage optimal n'est-elle pas la conséquence de ce que vous anticipez les écarts entre offre et demande? Ah, c'est de Michel Delara. Ouais. Bonjour Michel. Alors en effet, comme je l'ai dit au début, on suppose qu'on connaît à l'avance les profils. Optimiser en ajoutant une incertitude faire de l'optimisation stochastique, tu connais ça beaucoup mieux que nous. Et peut-être on aura l'occasion de travailler ensemble là-dessus, ce serait chouette. Je connais assez peu d'articles qui aient fait ça à grande échelle. Il y a celui de Gauri Sankaran et co-auteur dans Journal of Political Economy qui conclut que ça rajoute un coût assez faible par rapport à la variabilité naturelle, mais c'est sur un système 100% solaire, enfin essentiellement solaire en Arizona. Il y a les travaux de Kathleen Schubert et Pomeray sur l'Espagne aussi, mais là aussi c'est du solaire. Surtout, voilà. Donc pour l'instant, c'est clairement, on l'a pointé comme l'une des principales limites. On n'a pas la réponse encore. Je peux peut-être du coup, si tu n'as pas d'autres questions, Quentin, il y en a certaines que j'arrive à voir quand même. J'ai eu deux questions sur les rendements qu'on utilise, les facteurs de charge et une question très macroéconomique sur est-ce qu'on suppose de la croissance et du découplage?
Alors, sur les rendements, en particulier sur le rendement du power to gas, donc pour rappeler comment ça se passe, pour l'instant, on a un rendement de 59% quand on convertit de l'électricité au gaz et ensuite de 45% quand on repasse du gaz à l'électricité après stockage. Donc, ça fait 26,55% quand on multiplie les deux, ce qui est très faible. Les meilleures techniques aujourd'hui dans ce qui est publié, c'est 76% pour la méthanation, quand elle est intégrée en fait à l'électrolyse, parce que du coup, on peut utiliser la chaleur perdue par un procédé pour l'autre. Et selon cet article, ce serait bientôt 80% à l'échelle industrielle. Et pour les centrales à gaz, au lieu de 45%, qui correspond à des turbines simples, on peut utiliser des cycles combinés. Et là, on aurait du 55 à 60%, ce qui nous ferait un rendement entre 42 et 48%. Donc, on pourrait avoir des rendements nettement meilleurs pour le power to gas. Pourquoi on ne l'a pas pris? Pour être cohérent dans nos sources d'informations entre les données sur les coûts et les données sur les rendements. Ok, merci. Et pour les facteurs de charge, ils ont posé cette question aussi. Ah oui, alors, les facteurs... vas-y. Ouais, vas-y. Ok, alors sur les facteurs de charge, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les facteurs historiques? Eh ben, essentiellement parce que ils ont énormément augmenté. Là, je parle de l'éolien. Aux États-Unis, pour le pays pour lequel on a des bonnes données, dans les années 98, les parcs installés en 98-99 avaient un facteur de capacité de 20%. Depuis 2014, on est à 40%. Et c'est pas dû à la ressource en vent, qui est même un peu plus faible en moyenne qu'à l'époque. C'est dû, d'une part, au fait que les nacelles sont situées de plus en plus haut. On a eu 80% d'augmentation de la hauteur de la nacelle, et d'autre part, au fait que les éoliennes sont de plus en plus optimisées pour avoir une puissance spécifique faible, donc une puissance par mètre carré balayé faible, mais la contrepartie positive, c'est que on a une production qui est beaucoup plus, une meilleure valorisation des vents faibles et moyens. C'est ce qu'on appelle System Friendly Renewables. Il y a un article dans Energy Economics là-dessus qui montre l'intérêt de ces machines-là du point de vue du système électrique quand on a beaucoup de renouvelables. Donc, prendre les technologies du passé telles qu'on les observe dans les données directement, ce serait complètement biaisé. Et c'est important de prendre en compte les évolutions des techniques. Donc, les chiffres que je donnais, c'est l'étude du Lawrence Berkeley National Lab, un document qui s'appelle Wind Energy Technology Data Update. Ok, merci Philippe. Peut-être, alors, il y avait une question rapide de façon très macroéconomique, qu'est-ce qu'on suppose sur la croissance, le découplage? Alors nous, on ne s'est pas posé ces questions parce que c'est vraiment un modèle sectoriel du secteur électrique. Donc c'est quand même un tout petit secteur, hein, on ne va pas se mentir. Donc on n'a pas regardé ça. Voilà. Je pense que c'était pas dans les hypothèses nécessaires. Et une dernière peut-être question avant de clôturer, parce que je vois qu'il est déjà 12h32. La taxe carbone est-elle prise en compte? Ah. Non mais c'est vrai, bonne question. Philippe ou Bérang? C'est pas pris en compte parce que c'est juste renouvelable. On n'a pas de gaz naturel, on n'a pas de charbon, on n'a pas de pétrole. Donc, on n'a pas considéré taxe carbone ici. On n'a pas considéré des émissions. Mais comme on a dit tout à l'heure, dans l'autre session, on a considéré coût social de carbone dioxyde en mettant le gaz naturel, captage de carbone dioxyde et les émissions négatives. Donc, dans l'autre étude, vous pouvez voir, ça va être dans 2 mois environ, un peu moins. Exactement. Donc dans l'autre là, effectivement, il n'y a pas de CO2, mais dans l'autre étude, vous verrez, on essaie différents prix du CO2 et on regarde ce que ça change pour le mix électrique optimal. Ok. Bon, bah écoutez, si ça vous va, je propose qu'on arrête là. Bérang, Philippe, je ne sais pas si vous avez... Ouais, très bien. Ouais. Ok. Bon, bah, merci beaucoup pour ce séminaire. Vraiment, merci pour les explications. Et merci à tous ceux qui ont regardé avec nous. On sait qu'il y en a qui n'ont pas pu assister, donc n'hésitez pas à leur dire que tout sera enregistré. On vous envoie le lien de la vidéo, de l'application interactive, de l'article et même des petites lectures complémentaires. Voilà, merci. Et merci pour toutes les questions toujours stimulantes.